RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Le journal. L'organisation d'une conférence l'année prochaine sur la crise dans l'Est de la RDC et de la justice RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite à les titres. Le président congolais Félix Tshisekedi est arrivé ce 23 octobre à Kisangani, dans la province de la Chopo. Le chef de l'État congolais s'est adressé aux Chopolais qu'il est allé honorer en rehaussant de sa présence à la cérémonie prévue pour l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka. Poursuivi pour propagation des faux bruits, incitation à la désobéissance civile, Seth Kikouni et ses collaborateurs devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. L'affaire est prise en délibéré pour un délai de 24 heures par le tribunal. À l'école du savoir, les agents de la Commission nationale des droits de l'homme renforcent leurs capacités sur les techniques d'analyse des traitements et documentation des plaintes et le rapportage sur les violences des droits de l'homme. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé au sommaire, le chef de l'État congolais est arrivé ce mercredi 23 octobre à Kisangani, dans la province de la Chopo. Sur place, Félix Tshisekedi a tenu le conseil des ministres et va procéder à l'inauguration, entre autres, de l'aéroport de Bangoka et d'autres infrastructures qui y sont construites et réhabilitées. Suivez cet extrait de l'adresse du chef de l'État à la population de Kisangani. Boyebi surtout bino bana ya Kisangani. Bozali kokanisa lisusu guerre oyo babengaki oyo ya 6 jours. Guerre oyo ebonisa bandeko na biso ebele awa na kati ya mboka oyo. Guerre wana biso tomemaki makambo wana na tribunal ndenge boyebi bakonzi ya kala basalaka. Congo elengaka na tribunal bakondanaka Uganda afuta ba victime yango
tosala fond oyo tobenga privao. Fond ya privao wana esengeli epesa ededomage bavictime nyonso ya makambo oyo esalemaka ya mabe na mboka oyo. Yango nasengi bino bana Kisangani, bino bozala bana Kongo ya liboso oyo bokoki kotelemela banguna na biso. Tokoki kondima lisusu te makambo ya sanite ya ndenge wana ya bosoto ya ndenge wana esalema lisusu na kati ya mboka na biso. Yango bomoni natie mayele na ngai makasi na ngai nyonso na bopesi makasi na mapinga na biso ba FRDC po esengeli ba FRDC bazala na makoki ya kobundela ekolo. C'était là l'adresse du président de la République au Tchopolé et le chef de l'État. Pendant son séjour, il aura à tenir le Conseil des ministres dans la province de la Tchopo. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a été reçu le 22 octobre à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Tshisekedi. Il était question de présenter au chef de l'État les annuaires alphabétiques et numériques de tous les fonctionnaires de l'État. Pour le patron de la fonction publique, cette action rentre dans le cadre de la maîtrise des effectifs et la masse salariale. Reportage. Alors, Excellence, ça va? Excellence. Transmettre au premier fonctionnaire du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, les annuaires alphabétiques et numériques de tous les agents et fonctionnaires de l'État certifiés et réguliers dans le fichier des références de l'administration publique, FRAP, après les opérations de l'identification biométrique. Tel a été l'objectif de la rencontre ce mardi soir du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, à la Cité de l'Union africaine. J'attendais avoir donc son quitus pour que nous allions, au nom de son Excellence Madame la Première ministre, procéder à la publication donc des annuaires concernant les agents et fonctionnaires de l'État. Tout ceci va dans le sens de la concrétisation, la matérialisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, de mettre à la disposition de notre pays une administration publique forte qui soit au rendez-vous du rendement, de l'efficacité et des résultats. À en croire Jean-Pierre Liaou, cette action entre dans le cadre de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale qui comporte un triple enjeu, à savoir stratégique, économique et social. Un jeu stratégique parce qu'il nous permet de pouvoir planifier l'avenir, de pouvoir gérer de manière prévisionnelle et programmatique les effectifs des agents et fonctionnaires de l'État, avec évidemment une visibilité sur le recrutement, une meilleure gestion de carrière, mais aussi surtout une fluidification, un jeu économique, tout simplement parce que ceci nous permet de faire des économies substantielles en luttant contre évidemment tous les agents fraudeurs, les fictifs, les cumulards, tout ce qui plombait un tout petit peu l'enveloppe salariale. Et avec les économies tirées de ces opérations, on pourrait envisager une meilleure affectation budgétaire dans d'autres secteurs de l'État, notamment la construction de routes, l'accès à l'eau potable, à l'électricité. Dans un futur proche, les résultats de ces opérations seront dévoilés. Un invité sur ce plateau, vous l'avez compris, il s'agit de M. Augustin Tumbanzouji, secrétaire de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo, FENECO-UNTC en sigle. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Les grèves dans différents domaines, notamment celui de l'éducation, avec des avis partagés. Certains demandent aux élèves d'aller à l'école et les autres demandent uniquement à ses enfants et à leurs parents de les garder à la maison.
quelle est votre position par rapport à cela? Oui, notre position dépend de la façon dont étaient menées les négociations à Bibois. C'était des négociations très médiocres et puis ça fait qu'à l'issue de ces négociations, aucun document n'a été signé alors que toutes les négociations débouchent par la signature d'un protocole d'accord. Alors nous sommes sortis, nous de notre côté, compte tenu de la médiocrité de ce qui venait de se passer, nous sommes abstenus au niveau national parce que chez nous, c'est les bureaux exécutifs qui appellent à la grève générale. Alors, nous avons demandé à nos provinciaux qui étaient présents et ceux de l'intérieur de suivre à la loupe la restitution pour pouvoir se prendre en charge. C'est comme ça que beaucoup ont appelé à la grève, nous les avons soutenus, les avons encouragés. Beaucoup d'autres encore ont préféré ne pas aller à la grève, continuer à travailler. Nous continuons à les encourager jusqu'à présent. Mais est-il qu'il en va de la vie nationale parce que au fur et à mesure que les choses évoluent mal, ça va pourrir et ça sera difficile d'apporter des solutions idoines au moment en retard. Alors, ce qui manque, c'est la négociation. Il faut que les partenaires s'approchent pour pouvoir parler véritablement, les yeux dans les yeux, de ce qui ne va pas pour pouvoir y remédier. Mais M. Augustin, pourquoi vos négociations n'ont pas abouti? Les négociations n'ont pas abouti parce que c'était mal mené et puis il y a ce qu'on appelle la mauvaise foi d'une partie qui est le gouvernement. Le gouvernement, quand on avait accepté de commencer la gratuité en 2019, c'est parce que le gouvernement avait accepté de prendre en charge les enseignants convenablement en lieu et place des parents, parce que les parents supportaient le système éducatif à 71%. La gratuité veut dire que les parents ne payent rien et le gouvernement commence à remplacer au fur et à mesure ce que les parents payaient et aller même au-delà pour améliorer les conditions des enseignants. Et voilà qu'en 2019, les enseignants avaient accepté d'abandonner une bonne partie de leur salaire. Beaucoup ont trouvé que les salaires payés par l'État, plus ce que les parents donnaient, ça constituait presque le double, même le triple de ce que le gouvernement avait proposé. Mais, de façon patriotique, ils ont accepté d'accueillir la gratuité avec espoir qu'on passera au deuxième palier, troisième palier, pour permettre à l'enseignant, finalement, d'être pris en charge convenablement par l'État et rendre normal le fonctionnement des écoles, parce que ce n'est pas normal que l'éducation soit prise en charge par les parents. La gratuité, ce n'est pas la fin en soi. La fin, c'est que tous les enfants en âge scolaire puissent se retrouver à l'école. Et pour pouvoir y parvenir, il faut construire des infrastructures scolaires. Il faut également la gratuité parce que les frais scolaires constituent un frein à de nombreuses familles, à de nombreux enfants de ne pas accéder à l'éducation. Et voilà que depuis 2019, où on a vu les salaires augmenter de façon substantielle, jusqu'aujourd'hui, on n'est passé ni au deuxième palier, ni au troisième palier, et on reste là. Mais quel est votre souhait par rapport cette fois-ci? Notre souhait le plus ardent est de voir le rythme qu'on avait en 2019 continuer à se poursuivre. Nous ne voulons pas que le gouvernement, pendant que on avait 70 $, 85 $ aujourd'hui de façon générale, quand le budget de l'État était à 4 milliards. Aujourd'hui, on est à 16, à 18 milliards même, les salaires sont restés stagnants. Ça, ce n'est pas juste. Nous voulons des salaires équitables, nous ne voulons pas les salaires des ministres, nous ne voulons pas les salaires des députés, quand bien même beaucoup d'entre eux n'ont pas le niveau de nombreux enseignants qui sont licenciés, qui sont gradués. Nous voulons que nous puissions avoir des salaires équitables qui puissent permettre à un enseignant de nouer les bouts du mois et lui permettre de mener équitablement la vie, faire scolariser les enfants. C'est dur. Et puis le logement, vous savez, pour avoir une maison à Kinshasa, c'est 4 fois plus que les salaires d'un enseignant. Comprenez que la situation est quand même grave, d'autant plus que le gouvernement, dans le projet de budget 2025, n'a pas prévu une augmentation substantielle des salaires. Ce qui va faire en sorte que, même si l'on reprenait effectivement les cours aujourd'hui, ça ne sera pas de façon durable parce que la crise va continuer à se répéter et que nous voulons cette fois-ci, avec
ce que l'honorable Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, a prévu d'opérer des coupes là où ça ne sert pas. 1 million pour entretenir les jardins de la première ministre, $500, je ne sais pas, à gauche, récupérer tout ça. Il y a des échanges qui se font à Béatrice et vous êtes associés. En tout cas, nous sommes en train de chuter. Nous sommes en train de chuter par rapport à notre entretien sur ce plateau. Espérez-vous obtenir gain de cause après ces entretiens de Béatrice? Bon, à Béatrice, nous sommes comme observateurs pour voir si la volonté de l'ensemble des parlementaires, comme nous le suivons à la télévision, va s'accomplir. Parce que les parlementaires se montrent déterminés à améliorer les vécus quotidiens des fonctionnaires, des enseignants de façon particulière. Et c'est à Béatrice qu'ils vont prendre le budget, le projet présenté par le gouvernement, opérer des coupes là où ça ne sert pas pour pouvoir renflouer la partie qui concerne les salaires des fonctionnaires. Et si à Béatrice nous ne constatons pas une certaine amélioration, comprenez que la grève va se radicaliser et tout le monde sera appelé à accepter une année blanche, quand bien même que c'est le souhait qui n'est pas de tout le monde. Tout le monde est d'accord que nous puissions reprendre, tout le monde est d'accord de sauver l'année scolaire, mais tout le monde n'est pas d'accord de rester dans ces conditions ici. Tout le monde n'est pas d'accord qu'il y ait une année blanche. Merci beaucoup, Monsieur Augustin Toumbanzouzi. Je rappelle que vous êtes secrétaire de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux au Congo, FENECO, UNTC, oui. en sigle. Merci d'avoir accepté de Merci, répondre madame. à notre invitation. Merci beaucoup. Nous continuons cette édition d'information avec le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, qui a présenté au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, les résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes, tenue du 7 au 11 octobre 2024, dont la primeur revient au président de la République avant l'avis de la Chambre basse du Parlement. Dieu merci, Diaka nous en parle. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, a présenté au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, les résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes tenue du 7 au 10 octobre dernier. Les propositions du Conseil relatives à la carrière des magistrats doivent recevoir l'avis de l'Assemblée nationale avant leur sanction par ordonnance présidentielle. La Cour des comptes de la République démocratique du Congo avait organisé les premières assises de son Conseil supérieur. Conformément à la loi, les résolutions du Conseil supérieur de la Cour des comptes sont destinées au chef de l'État. Mais préalablement à l'intervention du chef de l'État, il est prévu que les résolutions soient transmises d'abord à l'Assemblée nationale pour son avis. Donc je suis venu m'acquitter de ce devoir ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est que ces résolutions concernent le recrutement de magistrats à la Cour des comptes, la célébration du départ à la retraite des magistrats qui étaient retraités en 2022 par les ordonnances du chef de l'État. Les résolutions concernent également le départ à la retraite des magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite, soit 70 ans, après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation. On a également examiné la question relative à la promotion de certains magistrats à la Cour des comptes. À noter que la primaire des résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes revient au président de la République après l'avis de l'Assemblée nationale. Les membres de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale sont aux travaux pour approfondir le projet de loi des finances exercice 2025. Le bureau de la Chambre basse du Parlement, qui a visité les membres de cette commission le 22 octobre, a voulu s'enquérir de l'évolution des travaux avant de soumettre les conclusions à la plénière. Des précisions dans ce reportage réalisé par la cellule de communication de l'Assemblée nationale. Interné depuis le lundi 21 octobre 2024 à l'hôtel Béatrice dans la commune de La Gombe, les membres de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale ont eu l'honneur de recevoir le mardi 22 octobre 2024 la visite du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné de l'honorable rapporteur Jacques Joly. Le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement a voulu, à travers cette visite, s'enquérir de l'avancement des travaux et transmettre les directives du bureau à cet organe technique de l'Assemblée nationale pour lui permettre de faire un examen approfondi du projet de loi de finances 2025 avant de le soumettre au débat à la plénière.
Les orientations du speaker de la Chambre basse du Parlement ont tourné autour de l'amélioration du social des Congolais. Vital Kamerhe a insisté sur la répartition équilibrée des ressources de l'État et de la maximisation des recettes à travers la digitalisation et la rigueur dans le travail. Nous sommes avant tout les représentants du peuple et que le budget, comme toute théorie économique, qui n'a pas comme finalité l'amélioration des conditions de vie de nos populations, ça ne sert à rien. Beaucoup de questions ont été soulevées concernant la répartition des ressources nationales de façon déséquilibrée et injuste pour certaines provinces. C'est l'occasion de corriger cela ici à l'Écofin. Il faudra respecter la chaîne des dépenses en évitant tout dépassement budgétaire et faire le monitoring de l'état de l'exécution budgétaire, a martelé le speaker de la Chambre basse du Parlement. Pour le professeur Vital Kamerhe, il faut rééquilibrer les dépenses de consommation et les dépenses d'investissement ainsi que la disparité salariale. Ces élus nationaux doivent examiner minutieusement des programmes lancés par le gouvernement à l'instar de la gratuité de l'enseignement et de la couverture santé universelle, ceci pour le bien de la population congolaise qui attend beaucoup de cette législature. Le professeur Vital Kamerhe s'est fait compléter par 3 éminents experts en finances publiques, à savoir le professeur Mabi Moulumba qui a exposé sur le rôle de la reddition des comptes dans les budgets de l'État, le professeur Mokonda Bonza Florentin qui a développé son exposé sur le rôle de l'investissement dans la croissance économique d'un pays et l'honorable Alain Ngunda, ancien rapporteur de la commission Ecofin du Sénat. Les travaux en sous-commission vont se poursuivre jusqu'au 28 octobre prochain et vont être immédiatement sanctionnés par l'ouverture des débats en plénière. Vers un cadre de concertation entre les conseillers communaux et le gouvernement provincial pour trouver des solutions sur les préoccupations des élus municipaux. Daniel Bumba, un gouverneur de la ville de Kinshasa, a échangé à ce sujet avec les conseillers communaux qui ont promis de poursuivre leur démarche auprès de la première ministre pour des réponses idoines à leurs revendications. Images et commentaires. Avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, il a été question de la mise en place d'un cadre de concertation entre les conseillers communaux et le gouvernement provincial de Kinshasa. Ce cadre de concertation devra permettre aux deux parties de réfléchir sur les voies et moyens de répondre à toutes les préoccupations des conseillers communaux. Une initiative saluée par les élus des différentes communes, mais qui estiment qu'ils devraient continuer leur démarche auprès du gouvernement central pour le paiement de leurs émoluments. Oignon sosole na gouf elonga na CP nango ezakaka biso to ali respecter na ba communauté ba bourgmestre nommé par l'ordonnance du chef. De tout ce qui a fait l'objet d'échanges avec le gouverneur, ce que j'ai beaucoup apprécié est que nous ne sommes pas respectés dans nos communes. Les bourgmestres nommés par l'ordonnance du chef de l'État pensent qu'ils sont préséants aux conseillers. Or, le conseil, c'est l'organe délibérant au sein de la commune, car dans chaque commune, nous avons deux organes, à savoir l'organe délibérant et l'organe exécutif dirigé par les bourgmestres. Alors, il nous a assuré que dès aujourd'hui, il mettra en place un cadre de concertation avec les présidents des conseils et les bourgmestres pour les échanges permanents et que les bourgmestres comprennent que malgré qu'ils étaient nommés, mais ils ne sont pas au-dessus des conseillers communaux. Frais de fonctionnement, frais d'installation. Et Molima, c'est le gouvernement central. Yango, j'ai dit, vous n'allez pas Madame la Première ministre, parce qu'elle nous avait promis que s'impliquer dans le dossier Nabiso. Les conseillers communaux sont décidés de monter à la vitesse supérieure en faisant le plaidoyer auprès de la Première ministre qui avait promis de s'impliquer pour une issue favorable à leur dossier. Et en rapport avec le procès de l'opposant Seth Kikouni et ses alliés, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a pris l'affaire en délibéré pour un délai de 24 heures. Suite à la requête de la liberté provisoire introduite par son conseil avocat ce mercredi au cours de la première audience, Seth Kikouni et ses collaborateurs sont poursuivis pour propagation des faux bruits et incitation à la désobéissance civile.
Les agents de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, outillés sur les techniques d'analyse des traitements et documentation des plaintes et les rapportages sur les violations à des droits de l'homme. Cet atelier de formation de 3 jours lancé ce mercredi 23 octobre par le président de la CNDH et le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est organisé alors que la RDC va siéger à partir du mois de janvier 2025 pour 3 ans au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Pour les Nations Unies, la CNDH est un instrument important qui va accompagner la RDC dans ce mandat. Dieu merci Diaka pour plus de détails. La République démocratique du Congo va siéger pour 3 ans en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Sa mission est de renforcer la promotion et la protection des droits humains, d'examiner les violations présumées des droits de l'homme et de formuler les recommandations pour y remédier. C'est en ce sens que les agents de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, suivent une formation de renforcement des capacités sur les traitements des plaintes et les rapportages sur les violations des droits de l'homme. Cette session de formation est dispensée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, à qui le président de la CNDH, Paul Nsapou, a réitéré les remerciements pour l'appui qu'il apporte à cette institution étatique. Un atelier important pour permettre à ces agents d'avoir de capacités d'analyse et d'exploitation, d'élaboration, des reportages, des plaintes. C'est une technique très importante, surtout, comme je l'ai dit, en ce moment où la RDC va siéger pendant 3 ans au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Patrice Var, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, explique les objectifs de cet atelier. J'espère que vous êtes de la CNDH. Nous disons utile au CNDH de prendre un peu de votre temps pour mettre à jour certaines recommandations. Je crois que c'est sur cette mise à jour, on avait à vous enseigner des nouveaux, à vous apprendre. À l'issue de cette formation, ces agents de la CNDH vont pouvoir documenter et analyser de manière juste les violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwaba, a accordé mardi une série d'audiences aux représentants pays du programme des Nations Unies pour le développement et au ministre congolais du tourisme, occasion pour ces personnalités de passer en revue la politique nationale de la RDC sur le plan régional et international. André Ikoma nous en parle. Son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Son Excellence, Madame la vice-présidente. Une véritable rencontre de fraternité entre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwaba, et le représentant pays du programme des Nations Unies pour le développement, Damien Mama. La politique extérieure de la RDC, notamment la promotion de Congolais au sein de divers organismes, ainsi que la digitalisation du ministère, sont le principal sujet qui ont fait au budget de cet entretien. Une satisfaction totale pour le numéro 1 du PNUD en RDC. Nous avons profité de cette occasion pour parler, pour mieux comprendre sa vision à la tête de ce ministère. Et elle nous a articulé les priorités sur lesquelles elle souhaite qu'on collabore. Il y a notamment la question de la digitalisation des processus de travail. Nous avons également échangé sur les questions de promotion des Congolais dans les organisations internationales. Il y a plusieurs modalités pour le faire. Objectif ultime étant d'accroître à travers une collaboration stratégique avec d'autres partenaires diplomatiques l'influence de la RDC au niveau régional et international. Sans repos, Thérèse Kaikwaba a aussi échangé avec le ministre du Tourisme. La politique nationale de la RDC dans le secteur du tourisme était au menu de cet échange. Une rencontre qui salue le numéro 1 du tourisme en RDC. Nous avons parlé d'abord du problème des visas. De voir la possibilité d'avoir, on appelle ça en anglais, le flat rate pour les visas, c'est-à-dire que si la personne veut venir en RDC en tant que touriste, le visa est par exemple à $100 et c'est ce tarif-là qui est appliqué à tous les touristes. Par ailleurs, il y a aussi le e-visa.
le visa électronique qui est devenu monnaie courante. Avec une richesse touristique inébranlable en Afrique, la RDC a besoin de vendre son image de marque. Et sur instruction du vice-premier ministre, ministre Transport, Voies de Communication et du Désenclavement Jean-Pierre Bemba, une mission d'inspection conduite par le secrétaire général au transport a été effectuée à Maluku. Objectif, faire le suivi dans l'exécution des mesures édictées pour les embarquements afin d'éviter les naufrages récurrents au pays. Suivez. C'est une deuxième descente qu'effectuent les agents du ministère des Transports dans des ports de la République démocratique du Congo. Pour la ville de Kinshasa, sur instruction du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, une délégation composée notamment du secrétaire général au transport, Jean-Marie Abolia, des quelques membres des cabinets du VPM, avec l'appui des forces de l'ordre, a effectué cette mission de contrôle en vue d'assurer de l'application des différentes mesures sécuritaires des navigations édictées par l'autorité suite aux naufrages récurrents enregistrés ces derniers temps sur les différentes zones navigables de la République. La délégation s'est rendue au port Gafura dans la commune de Maluku, située dans la partie est de la ville de Kinshasa, avant d'embarquer pour faire le constat sur le fleuve Congo. L'équipe supervisée par le secrétaire général au transport s'est félicite de la promptitude avec laquelle certains responsables des unités ont intériorisé les mesures en exigeant le port des gilets de sauvetage, le respect des tonnages et la souscription à une assurance. Je suis peut-être agréablement surpris. Ils comprennent que cette mission de contrôle les concerne principalement, c'est pour leur propre sécurité et nous avons vu une certaine promptitude dans l'exécution de la mesure. Et pour sa part, Gilles Ngodili, conseiller au cabinet du VPM des Transports, salue l'initiative du ministre des tutelles qui tient à l'ordre, au respect et à la rigueur. Il y a déjà des mécanismes qui sont en train d'être mis en place pour que pareille opération soit réalisée aussi dans le reste de province. Des armateurs qui ont salué cette descente ont promis de respecter rigoureusement ces mesures au départ tout comme à l'arrivée de leur embarcation. Désormais, toutes les embarcations en violation de ces nouvelles mesures seront tout simplement à raisonner. Financé par le plan présidentiel d'aide d'urgence des États-Unis contre le sida, la première évaluation de cette pandémie au sein des populations de la RDC a été développée par les Centres pour la prévention et le contrôle des maladies, CDC en sigle, une initiative du gouvernement qui représente une étape importante dans la lutte contre le VIH en vue d'analyser les progrès réalisés par le pays en matière de prévention, des soins et de traitement. Images et commentaires. La République démocratique du Congo, félicitée par le gouvernement des États-Unis pour les avancées significatives en matière du VIH-Sida. CODFIA va se concentrer sur les provinces de Kinshasa, du Haut-Katanga et du Lualaba, fournissant des données essentielles sur l'incidence et la prévalence et la charge virale du VIH-Sida chez les personnes âgées de 15 ans et plus. Ces informations seront déterminantes pour orienter les politiques de santé publique et améliorer les services offerts aux populations touchées. Les États-Unis sont fiers d'être un partenaire dans la lutte contre le VIH en la République démocratique du Congo et notre assistance technique et financière essentielle pour renforcer les capacités du pays. Le ministre de la Santé publique et l'équipe d'enquêteurs ont été félicités pour leurs efforts et leur détermination à mener cette initiative innovante à bien. Leur engagement témoigne de la volonté du Congo démocratique de s'attaquer frontalement à ce défi de santé publique. Le directeur de l'École nationale de santé publique de la RDC a partagé son analyse sur la situation du VIH dans le pays et l'importance de l'enquête actuelle. La République démocratique du Congo, avec une prévalence du VIH de 1,2% dans la population générale, partage ses frontières avec certains pays voisins dont la prévalence va jusqu'à plus de 10%. Les États-Unis
ont réaffirmé leur détermination à soutenir la République démocratique du Congo tout au long de son parcours vers un avenir plus sain, plus résilient, en travaillant main dans la main pour faire reculer le VIH et améliorer les conditions de vie des Congolais. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a sensibilisé les épouses des militaires au dépistage volontaire en ce mois d'octobre en vue de lutter contre le cancer de sein et de l'utérus. Plusieurs femmes en sont victimes et une attention particulière doit être accordée dans cette lutte par les décideurs et partenaires en vue de sauver des vies. Aziza Mounana, patron du social congolais, qui a émis ce vœu, a profité de l'occasion pour remettre aux médecins militaires de l'hôpital général de référence de Makiso un lit de dépistage du col de l'utérus et de sein pour concrétiser la promesse du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, à cette formation médicale. Suivez. Le mois d'octobre est déclaré Octobre Rose dans l'objectif de lutter contre le cancer dans sa diversité. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a profité de ces échanges avec l'association des épouses militaires à la 3e zone de défense et 21e région militaire de lancer la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus afin d'aider ses interlocutrices à connaître leur état sérologique. Un moyen efficace de prévention, souligne Aziza Mounana, avant de rappeler la nécessité de l'autonomisation de la femme. Un discours interrompu à plusieurs reprises par les acclamations et gardiennes des hommes en uniforme et les épouses militaires. Elles ont manifesté leur gratitude envers leur mari, influe sur la défense nationale. L'association des épouses des militaires reconnaît l'engagement de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale à leur endroit. Président Fachi, merci la présence de maman Nabiso Affaires sociales parce que maman a eu pas Nabiso. L'obit au vandi la maman jusqu'à 2h du matin, maman a l'alité. Na tongo asia bande déjà kobenga biso pona souci na biso. Maman atambole sika mon côté maman koma kilobi na 19h45. Déjà lelo azaki na ba réunion nyonso maman sali plaidoirie pona biso basi ya basoda. Avant de sensibiliser son assistance à un accueil chaleureux au président de la République lors de son arrivée dans cette partie du pays, Aziza Mounana a remis aux médecins militaires de l'hôpital général de référence de Makiso un lit de dépistage du cancer du col de l'utérus et des seins, comme l'avait promis le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Le président congolais Félix Tshisekedi est arrivé ce 23 octobre à Kisangani, dans la province de la Chopo. Le chef de l'État congolais s'est adressé aux Chopolais qu'il est allé honorer en rehaussant sa présence à la cérémonie prévue pour l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka. Poursuivi pour propagation des faux bruits et incitation à la désobéissance civile, Seth Kikouni et ses collaborateurs devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. L'affaire est prise en délibéré pour un délai de 24 heures par le tribunal. À l'école du savoir, les agents de la Commission nationale des droits de l'homme renforcent leurs capacités, assurent les techniques d'analyse, des traitements et documentation des plaintes et le rapportage sur les violations des droits de l'homme. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash,
Ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.